Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On la surnomme parfois la fille d'Alinghi, sacrée double casquette. Une femme, d'une part, dans une équipe d'hommes, et pas n'importe quelle équipe, une des plus talentueuses qui soit, la team du Suisse Ernesto Bertarelli, double vainqueur de l'America's Cup. Sur le D35, au milieu des gars, elle a fait sa place, remporté des bols d'or, navigue beaucoup, et s'occupe aussi des relations marketing et de la communication. D'elle, ses équipiers disent qu'elle est rigoureuse, spontanée, et très efficace à tous les postes, rien que ça. Mais avant sa vie helvétique, elle avait décroché un titre mondial en 4-20 à 19 ans, connu l'effervescence et la dureté d'une préparation olympique en yingling pour les Jeux d'Athènes. Elle a bûché pour ses diplômes en sciences éco et en sciences de l'information et de la communication jusqu'à cette rencontre fondatrice avec Alinghi, donc, à Valence, pour la 32e America's Cup. Le début d'une belle histoire qui dure toujours. La preuve, elle dit 70 et 90 de façon très naturelle. Pourtant, tout ça aurait pu ne pas arriver. Une naissance plus proche des vignobles de Bourgogne que de la mer, un déménagement à La Réunion loin des compétitions internationales et même l'arrêt de la voile un peu contraint à 15 ans pour passer au judo et se focaliser sur les études. Et pourtant. Alors autant dire que la motivation, mon invitée en a à revendre, que les chemins tortueux ne lui font pas peur et qu'elle a su saisir les opportunités qui se sont offertes à elle. Aujourd'hui, les opportunités, c'est elle qui va les proposer puisqu'elle est responsable des projets Youth et Women America's Cup pour les Suisses. Et ça, c'est pas rien. Il y a un peu moins d'1 an, elle a aussi donné naissance à un petit Charlie. Maman, manageuse et navigatrice, tout à l'heure on parlait de double casquette, en fait, il lui en faudrait plus. On a profité qu'elle s'offre une petite pause à la campagne en famille pour discuter avec elle. Coraline Jaunet est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Coraline, comment ça va ? Bonjour Hélène, ça va super bien, j'adore ton intro, merci beaucoup, ça me touche. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est chouette d'entendre plein de points au final assez positifs sur soi. On se dit qu'en 40 ans, on en a parcouru du chemin et je suis assez contente au final de la manière dont ma vie s'est déroulée jusqu'ici avec plein de beaux projets à venir devant. Donc la vie est belle, comme je le dis souvent. J'ai une question rituelle, Coraline. Alors, on va commencer avec cette question. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi ? Pour moi, elle est essentielle, la place des femmes dans la voile, tout comme dans tout domaine sur Terre. Évidemment, il y a des ajustements à trouver. On sait que la voile est un sport physique selon les bateaux et physiologiquement, les hommes sont plus costauds. Ça, c'est une généralité, mais c'est quand même une réalité que les femmes. Donc, on fait avec, évidemment, avec ça. En revanche, comme dans tout, les femmes sont essentielles. À un moment, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins et puis elles ont eu envie de faire des études, envie d'y consacrer du temps. Et je pense qu'il faut laisser la même opportunité aux femmes dans la voile, celles qui ont envie d'aller plus loin, de faire une carrière olympique, et il y en a plein qui le peuvent grâce
au système de gender equity pour les Jeux Olympiques. Maintenant, il y a la moitié des athlètes en voile qui sont des femmes. C'est génial. La course au large, on a vu des femmes comme Hélène MacArthur ou Florence Artaud qui ont clairement tenu la dragée haute aux hommes. Et maintenant, quand on parle de peut-être régates entre bouées comme l'America's Cup, ben c'est vrai qu'il manque de l'expérience aux femmes pour avoir leur vraie place à bord. Ce que CLGP fait, c'est très bien, c'est un bon pas, mais je pense qu'il pourrait clairement donner encore plus un beau rôle aux femmes à bord. Les voir grinder, c'est pas forcément pour moi la meilleure position sur laquelle on pourrait exploiter les compétences d'une femme à bord de ce bateau-là. Et en revanche, ce que je trouve fabuleux, c'est l'opportunité que Team New Zealand crée en générant la toute première Women America's Cup l'année prochaine à Barcelone. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Certains vont me dire, oui, mais c'est les quotas, pourquoi est-ce qu'il faut faire une régate expressément uniquement pour les femmes? Ben justement, pour leur donner cette expérience que les hommes ne leur ont pas donnée jusqu'ici, pour que sur les foilers, ces femmes puissent s'exprimer, apprendre et gentiment arriver au niveau des hommes, parce qu'il n'y a aucune raison, surtout que sur ces AC40, il faut bien comprendre, donc c'est une version réduite des AC, allez, 75, je vais te faire rire, ou 75, ceux qui vont courir l'America's Cup. Ça tombe plutôt bien que tu parles de la Women America's Cup parce que justement, et la Youth, bien sûr, c'est l'actu du moment. Je crois que tu es entre deux moments cruciaux de la sélection. Ça représente quoi pour toi d'être à la tête de ces deux projets-là? Alors, suite à l'arrivée de Charlie, comme tu le disais, j'ai dû savoir qu'est-ce qu'allait être la suite au niveau professionnel. Je me doutais que j'aurais quand même envie de retrouver le boulot assez rapidement, mais j'ai pu obtenir, et ça c'était chouette, suite à une discussion en interne, un 50%. Et on a réfléchi au projet qui pouvait jouer avec ce challenge qui est l'America's Cup l'année prochaine, et mon envie de passer aussi un peu de temps avec notre enfant, et on est arrivé avec mes compétences aussi, le fait que je navigue mais que j'ai des atouts en com ou en events au projet pour gérer la Youth, nos futures équipes Youth et Women America's Cup, comme tu me disais si bien, et donc déjà je suis ravie d'avoir trouvé ce compromis dans lequel je m'épanouis complètement. Et je mesure la chance que j'ai c'est un peu comme la gestion d'une petite équipe dans notre grande équipe en fait. Je suis en relation avec les sportifs évidemment, avec le coach Mathie qui va gérer leurs entraînements sur l'eau et à terre, mais également avec nos départements communication ou shore crew ou nos sponsors, et ça j'adore. Un projet comme ça avec tout plein de volets à l'intérieur, c'est très chouette. Et pour en revenir à ta question sur les phases actuelles, on est en plein dans le processus de sélection de nos futurs marins. On est un petit peu en décalé par rapport aux autres équipes. Donc il y aura 12 équipes pour la Youth et 12 équipes pour la Women. Les régates ne se dérouleront pas en même temps. Il y aura en premier la Youth, puis quelques jours après la Women, fin septembre et puis mi-octobre. En revanche, ce sera en parallèle de l'America's Cup, donc il y aura un bel éclairage pour tous ces jeunes et ces femmes. Et donc d'autres équipes ont déjà sélectionné ou sont bien en cours de sélection de leurs marins, et nous on a pris un peu plus notre temps. On leur a concocté un bon petit programme de sélection, que ce soit, là je peux en parler un peu plus parce qu'il y a déjà eu le premier groupe. On a eu 91 candidats qui ont candidaté en ligne. On en a retenu 69 pour la phase 2. La phase 2 consiste en 3 épreuves en Suisse. On a vu 21 premiers candidats à Thun la semaine dernière. On en voit 24 à Brunnen la semaine prochaine et 24 à Genève dans 3 semaines. Et on leur a concocté un petit programme. Je trouvais important aussi de faire ça de manière très professionnelle parce que c'est ce qu'on va attendre d'eux comme comportement dans ces prochains mois. Et on voulait les voir sous tout plein de facettes. Donc on les fait naviguer évidemment, on fait du simulateur avec eux, on check leur niveau d'anglais parce que on va communiquer dans cette langue en interne, mais aussi avec le comité de course, etc. Bon, ils parlent quasiment tous mieux anglais que moi, donc je me fais aucun souci là-dessus. On fait des petits checks d'interview aussi pour voir comment ils se défendent face à une caméra. Est-ce qu'ils ont la trouille? Est-ce qu'ils arrivent à s'échapper de questions un petit peu compliquées parfois? Et d'ailleurs, c'est pas forcément pour les mettre de côté du tout, mais c'est pour mieux les connaître et leur donner des clés
et les aider dans leur formation. En plus de la navigation, si aussi ils savent répondre à des questions et faire une chouette com, ça fait un athlète complet. Puis ensuite, on a des petites épreuves aussi surprises, mais ça, je les garde parce qu'on les a pas toutes faites encore à Toul. Gardons la surprise. Mais de toute façon, évidemment, on va y revenir à ces sélections, à cette coupe. Alors, je précise à nos auditeurs, si le son est parfois un petit peu cylindrique, si je puis dire, c'est parce que tu t'es échappé dans ta voiture et tu t'es mis à un endroit où la 4G passait pour pouvoir répondre à notre interview. C'est plutôt rigolo, hein. C'est un peu ta vie, ta voiture, non? Ouais, c'est ça. C'est soit le bateau. En général, je fais ça dans un bateau ou sur le ZOD d'Alinghi pendant des années quand je m'occupais de la com de l'équipe pour les réseaux sociaux. Mon bureau, c'était le Zodiac. Et là, aujourd'hui, mon bureau, c'est ma voiture. Mais c'est vrai que ça nous évite. On a le bruit des oiseaux et je suis sur la place tout en haut du village. Mais comme ça, on n'a pas le bruit des enfants ou des grands-parents qui leur courent après. Coraline, on le disait en préambule, tout ça, c'était pas gagné finalement, puisque quand on est à Mâcon, du verbe naître, hein, quand on est à Mâcon, c'est pas forcément gagné, hein, de l'idée de se dire qu'on va faire carrière dans la voile, hein, que la mer, ce sera son domaine de prédilection. Elle commence comment ton histoire d'amour avec la voile et la mer? Je crois que c'est à Marseille que ça se passe, cette histoire. Exactement. C'est sûr qu'avec la Saône, ici, c'était pas gagné. J'ai fait un match race une fois sur le Rhône, du côté de Lyon. Mais ici, il se passait pas grand-chose. Non, vers mes 6 ans, on est allé habiter à Marseille avec maman. Et c'est là, avec des amis, en fait, qui faisaient faire un stage d'optimiste à leurs enfants l'été, que j'ai tiré mes premiers bords. Et ensuite, on a la chance à Marseille d'avoir des écoles qui, dans le cursus scolaire, au lieu d'aller faire du basket ou de la gym, on a un module de voile. Et donc, j'ai commencé à l'YCPR comme ça. Yacht Club Pontoise, il y en a plein qui connaissent. Et en fait, j'ai croché. Et l'entraîneur m'a dit, ah, bah, si ça te plaît, tu pourras venir en faire à l'année. Et c'est parti de là. Une année plus tard, j'ai attaqué les compètes. Et ensuite, comme tu me disais, j'ai continué à La Réunion jusqu'à ce que j'arrive à mes 15 ans, à la fin de l'optimiste. Et puis, j'avais une opportunité de commencer en 420 au pôle. Et là, maman m'avait dit, ouais, non, on passe un peu trop de temps à t'emmener faire tes entraînements, trouve un autre sport, d'où le judo. Mais ça n'a pas duré longtemps. Dès que j'ai pu reprendre, j'ai commencé le 420 à 18 ans, en rentrant à Marseille, après 5 ans à La Réunion. Et ça a été un déchirement d'arrêter la voile? Complètement, vraiment. La voile, pour moi, c'est aussi ma deuxième famille. Ça a été très dur de quitter Marseille quand j'ai appris l'expatriation professionnelle de mon beau-père. Avec le recul, c'était une expérience formidable. Je le referai et sans aucun doute. Mais c'est vrai que sur le moment, quitter mon club, quitter mes amis, et c'est vraiment ma deuxième famille, des amis que j'ai encore au jour d'aujourd'hui, 35 ans plus tard. Et quand tu reviens à Marseille, donc à 18 ans, c'est pour ça que je disais chemin tortueux, parce que se remettre au plus haut niveau au 4-20 à 18 ans, c'est étonnant. Oui, c'est sûr qu'on est au milieu des jeunes à ce moment-là. Mais à la fois, je sortais de l'opti. À l'époque, ça s'est imposé comme assez clairement. Il y avait une belle équipe de 4-20 qui naviguait sur Marseille. J'ai retrouvé l'YCPR, mon club de cœur. Et je démarre avec Martin, donc en mixte, la première saison. On se marre bien, on fait les régates à Imperia aussi. Bon, bref, je retrouve la belle équipe. Franchement, c'était la chouette dynamique et j'étais heureuse de retrouver la voie de la régate. Et puis l'année d'après, je bascule sur Antibes et là, je navigue en féminin. Malheureusement, mon équipière se blesse peu avant les sélections. Et mon entraîneur, Mitch de l'époque, me dit t'inquiète Cora, je vais te mettre en contact avec Magali Palanca, qui avait elle déjà fait de l'international en 4-20, qui avait arrêté depuis, je dirais bien 3 ans, peut-être même 5 ans d'ailleurs. Elle bossait dans un magasin bio à l'époque. Et puis on se rencontre pour la toute première fois 2 jours avant les sélections pour le mondial à Cannes. On gaze bien, ça va. Et puis on gagne, on s'entend bien. Super bien. On s'est trouvé en fait. Sur le 4-20, on s'est trouvé. Et il y a des personnes comme ça, il y a des couples comme ça qui marchent dans la compétition, le feeling passe, on se comprend. Et on gagne les sélections pour le mondial.
Elle repart de son côté, moi du mien. On se retrouve pour le mondial à Tavira au Portugal en 2002. 20 ans maintenant derrière. Et en fait, le premier jour, pour la petite anecdote, elle me dit j'adore le chocolat. Puis elle me dit Cora, si on gagne une manche, je te fais un gâteau au chocolat. Et là, on gagne la première manche. Et puis, elle me le redit, on gagne la deuxième manche. Bon, ça n'a pas été comme ça tout le championnat, mais au final, on avait eu des conditions qui nous convenaient très bien. On avait un bateau qui allait vite. On a su aller le faire aller vite également. Elle était une tacticienne hors pair, toujours d'ailleurs, elle est toujours parmi nous. Et on gagne ce mondial. Début d'une belle aventure. La Fédé nous repère à ce moment-là et nous dit il y a le Yingling, nouveau support pour les Jeux Olympiques en 2004 à Athènes. Est-ce que ça vous dirait ? On cherche des jeunes motivés. Et j'avoue que moi, les jeux, je m'étais pas permis de penser aux jeux, pour être très honnête. Mais je trouvais l'expérience assez chouette. Et ça a été vraiment top. Pourquoi ? Parce que le Yingling est un bateau très exigeant. Pour le faire avancer et gagner 0,2 nœuds, il faut être super fort. On arrive en pack au bouée et j'ai beaucoup appris pendant ces années, en fait, sur un bateau lent, qui n'était pas fun du tout, on est d'accord ? Mais j'ai beaucoup appris. Anne Lehellé et son équipe étaient là, vont au jeu. Donc en 2 ans, on n'avait pas non plus la prétention de leur voler la vedette. Et ils avaient évidemment mérité la sélection. Et donc là, on se retrouve en 2004. Et puis, pour l'interrogation, est-ce que on continue la PO pour Pékin ? Et en parallèle, j'ai une opportunité pour aller travailler à Valencia. Là où la coupe, l'America's Cup, était en préparation pour 2007. Et c'est une entreprise belge, Sailing Team, qui me propose de m'occuper du développement, de développer une antenne, en fait, de leur boîte à Valencia. Et donc, c'est de l'incentive et du team building à travers l'outil bateau. Donc, il y en a qui vont faire du karting, d'autres qui vont au bowling. Et ben nous, on utilisait l'outil bateau pour les entreprises, pour mieux se connaître et régler des problèmes de communication, etc. Et puis petit à petit, j'ai rencontré Alinghi et en fait, Alinghi montait un concept assez similaire, Alinghi Academy, avec des bateaux pour faire naviguer leurs sponsors. Et finalement, le lien s'est fait assez vite et j'ai basculé d'une entreprise à l'équipe à ce moment-là. Je faisais également des commentaires de course. J'ai appris l'espagnol là-bas, j'ai amélioré mon anglais, ça c'était assez chouette, ça m'a beaucoup plu. D'être au contact des gens, en fait, depuis toute petite, la voile, la compétition, j'adore, mais d'être au contact des gens aussi, ça me plaît énormément. Et je suis pas sûre que j'aurais été aussi épanouie si je n'avais fait par exemple que des prépas olympiques. Je suis vraiment contente de ma double casquette jusqu'ici, d'avoir pu développer aussi ces aspects dans l'événementiel et la communication. On va évidemment en reparler puis rentrer plus dans le détail de cette rencontre avec Alinghi parce que c'est une vraie belle rencontre. La preuve, tu parles de 2004, on est en 2023, ça dure toujours. Qu'est-ce que ça dit de ta volonté quand tu reviens à Marseille, que tu gagnes un titre de championne du monde, que tu tentes une PO, ça dit quoi tu découvres quoi, toi, de ton caractère, surtout quand on a arrêté, en fait, quand on a été contraint d'arrêter quelque temps la voile, et puis finalement on revient au plus haut niveau. Tu te dis quoi après ça ? En fait, je me dis que tout est possible. Et je pense que maman m'a éduquée dans ce sens-là. Mais au final, on se prend à rêver. On se dit que vraiment tout est possible. Ça ouvre des portes. Et pourtant, il faut rester modeste, c'est clair. Ça reste du 420. C'était pas du 4-7, c'était pas une série olympique. Mais au final, je pense que je dois avoir une petite étoile aussi, parce que d'avoir gagné ce titre, c'est bête à dire, hein, mais un titre de champion du monde, ça marche. Voilà. Je pense que ça m'a ouvert certaines portes dans la vie, ou même ça fait marrer les gens, ou ça les intéresse à des dîners, ou quand on se rencontre, où il y a des copains qui vont dire mais c'est ma pote championne du monde. Et voilà, il s'avère que la vie m'a permis de cocher cette case à un moment. C'est le seul mondial qu'on fait d'ailleurs. Avec Mag, on s'était dit qu'on voulait le refaire 10 ans plus tard. On n'a pas eu l'opportunité encore. Et voilà. Tout est possible et au final, jusqu'ici, mon histoire le montre parce que, comme tu disais, naître à Mâcon, en Saône-et-Loire, en Bourgogne, c'est pas forcément prédestiné à être amené à régater à haut niveau. Mais avec l'envie, la passion
c'est clairement l'une de mes passions. De l'énergie, de la volonté. J'ai beaucoup déménagé aussi, donc il faut accepter qu'il y ait des contraintes, hein, qui m'ont plu, mais c'est quand même, il faut accepter de bouger. Il faut accepter que son emploi du temps soit tourné autour des régates, du calendrier des régates, de pas forcément être là lors des réunions de famille ou de rater certains moments importants. Quand on a certains objectifs, au final, voilà, on accepte aussi ses contraintes. On le disait, Valence, America's Cup là-bas avec Alinghi qui est le defender de cette 32e America's Cup. Ça se passe comment la rencontre avec cette équipe-là? De l'extérieur, c'est une équipe fascinante, une équipe impressionnante. Quand on est jeune, comme tu l'étais à l'époque, tu l'es encore, hein, bien entendu, on entre comment dans cette équipe-là? Alors, tout comme j'avais pas trop d'idées de ce qu'étaient les Jeux Olympiques, pour être très honnête, j'avais pas trop d'idées de ce qu'était le monde de l'America's Cup. Ma culture en voile était proche de zéro. Donc j'ai découvert ce monde, comme tu me disais, avec beaucoup de fraîcheur, d'envie, de passion. J'ai eu cette opportunité de rejoindre l'équipe. C'était assez drôle. L'entretien d'embauche, mon futur patron était en train de gérer ses enfants à 20h, de leur donner à manger. Bon alors, t'as fait quoi? On m'a parlé de toi, tu pourrais faire ça, ça me branche, ok. T'as envie de gagner combien? Ah non, mais en fait, je connais ton salaire, donc il n'y a pas besoin de négocier. C'est assez rigolo. Et bref, je débarque dans cette équipe et ça fait à peu près 120 personnes qui font rencontrer au fur et à mesure. Ce que j'ai adoré dans mon job de l'époque, c'est d'être en relation avec nos partenaires, évidemment, mais aussi avec chacune des personnes de notre équipe, de chaque département. Parce que soit eux venaient en complément de moi faire des commentaires, donc ça m'a amené à les connaître, mais pour expliquer notre vie au quotidien à nos partenaires, évidemment, j'avais besoin de savoir ce qui s'y passait. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir le métier de chacun dans cette équipe pour pouvoir faire des PowerPoints, pour présenter ça aux partenaires. Et ça, c'était absolument génial aussi. Et cette équipe, j'en ai des frissons maintenant et des souvenirs incroyables. Je pense que l'une des forces d'Alinghi, les gens le disent beaucoup, donc c'était Alinghi à l'époque, maintenant on est Alinghi Red Bull Racing, on recrée une nouvelle équipe, mais c'est le côté humain et familial, le fait de prendre soin des gens avec qui on travaille. Tu vois, la semaine dernière, on a eu un petit souci d'autocollant qui ne collait pas dans nos voiles pour les qualifiers qu'on faisait en Suisse. Et bien jusqu'à 3h du matin, l'un des collègues du boulot, que je connaissais pas d'avant en fait, plus que ça, mais qui s'occupe des réseaux sociaux, est venu nous filer la main. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et en fait, on se pose pas la question de dire ah non, je fatigue. Non, tu as besoin d'un coup de main, peu importe ton département. Si je peux venir t'aider, je vais t'aider. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple est qu'on essaye de partager aussi un petit peu de notre vie avec les familles. Notre boulot prend énormément de temps. Alors nous, on a la chance, c'est vrai, avec Arnaud, d'être tous les deux immergés dans ce challenge, mais souvent les familles sont un peu mises de côté parce qu'on ne peut pas trop communiquer sur ce que l'on fait. Il y a un gros tampon confidentialité sur tout ce sur quoi on travaille au quotidien, parce que si on veut gagner la coupe, on ne partage pas tous nos petits secrets, tout ce sur quoi on travaille. Mais on essaye quand même par des journées, il y en a une hier à Barcelone, où toutes les familles sont réunies avec les enfants, on fait des activités. On essaye quand même de partager un petit peu ces moments-là et de prendre soin les uns des autres. Et donc c'est vraiment ce que j'ai découvert à Valencia entre 2005 et 2007, une autre famille. Et je pense que je pourrais dire que je pourrais partir en vacances quasiment chez chacun des membres d'Alinghi de l'époque, aujourd'hui. Même 15 ans plus tard, on pourrait se passer un fil et dire où es-tu et se retrouver ou au moins aller prendre un verre. Et d'ailleurs, on se continue de se voir. Ernesto parfois fait des réunions intermembres à Alinghi. Ouais, je trouve ça génial qu'on garde le contact comme ça. Fabuleuse expérience humaine et sportive. Justement, ça ressemble à quoi de se laisser griser par l'ivresse d'une victoire en Coupe de l'Amérique? Parce que c'est ce qui s'est passé en 2007. Ouais, c'est Alinghi pour la deuxième fois d'affilée.
remporte en 2007 l'America's Cup. Il y a que 4 nations dans le monde qui ont gagné l'America's Cup. Les Américains pendant un paquet d'années, les Australiens, les Néo-Zélandais et la Suisse. Et la Suisse d'ailleurs le fait à sa première tentative avec Ernesto Bertarelli en 2003. Et c'est la première équipe européenne à ramener le trophée en Europe. Personne ne l'avait fait en 170 ans, 170 ans d'histoire. Et de vivre ça de l'intérieur. Alors, moi, je m'en souviens de ce jour-là. C'était un 2 juillet, si je dis pas de bêtises. J'étais sur le bateau avec nos partenaires. On avait 5 bateaux hospitalité sur lesquels on faisait des commentaires de course. Et en plus, c'était une régate incroyable. Les Néo-Z étaient devant. Non, pardon. Du coup, je vais te dire, je sais plus lequel des deux avait une pénalité effectuée. Du coup, j'en oublie. Mais bref, l'un des deux avait une pénalité effectuée. Le vent tombe et ça se finit à 1 seconde d'écart. C'était incroyable. Et là, explosion de joie. Alors évidemment, donc quand on bosse dans l'event, ok, il y a tout ce qu'on fait, mais il y a aussi tout l'envers du décor. Et puis là, t'as le catering à bord du bateau qui dit bon alors le champagne, on le sort pas. Non, on est un peu superstitieux. On attend pour le champagne. Ouais mais bon, il faut être prêt à servir. Oui bon ok, je fais ce que je peux. Bon alors qui gagne cette course? Je te promets là, c'est pas facile de savoir. Et ça s'est fini à 1 seconde d'écart, donc c'était pas facile. Et en même temps à terre, mon boss qui me dit bon Cora, est-ce qu'on peut faire livrer le sable parce qu'on avait une grosse soirée organisée pour la victoire de la coupe si on gagnait. Alinghi goes on holiday, ouais, quelque chose comme ça. Et donc on a fait livrer des tonnes de sable devant la base pour se la jouer playa. Et il me dit bon, je peux y aller avec les camions? Je lui dis non mais je te promets, je ne suis pas capable de savoir si vraiment on va gagner ça. Enfin bref, c'était assez drôle à vivre aussi pour tous ces paramètres-là. Et explosion de joie. Alors en tant que régatière, moi ce que j'adorerais, ce qui me ferait vibrer un jour, c'est de vivre ça à bord, évidemment. Ça, ce serait une autre étape. Mais en tout cas, je l'ai vécu dans cette équipe. Évidemment, n'aimant pas perdre, j'ai adoré aimer gagner. 2010 a été un peu plus difficile, mais voilà, on peut pas non plus toujours gagner et on a analysé tout ça ensuite. Mais j'en garde des souvenirs à vie, c'est sûr, c'est certain. Donc l'histoire avec Alinghi, évidemment, on l'aura compris, elle s'arrête pas en 2007. Après, ça va continuer, ils vont t'enrôler définitivement, presque. Comment ça se passe? Il y a du D35 qui va arriver, il y a Ernesto Bertarelli, évidemment, avec sa sœur Donna, qui vont monter des équipages. Et je crois que toi, on va te proposer, et puis on va te proposer d'abord de passer des tests physiques. Et alors, si j'ai bien écouté d'autres podcasts qui te concernent ou bien lu d'autres articles, il va y avoir une phrase récurrente qui va revenir, c'est Cora, combien tu pèses? Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage coupe D35 pour aller justement naviguer, aller faire ta place sur ce bateau-là avec eux? Ouais. En fait, en 2007, Ernesto me dit ma sœur Donna monte un équipage de Décision 35. D35, ce sont ces fameux multicoques qui naviguent sur le lac, principalement sur le lac. Ils ont fait une petite sortie en mer une année. Et là, ils ont été remplacés depuis 3 ans maintenant par les TF35 qui ont des foils en T. Donc ces bateaux font 35 pieds. Donna monte un équipage féminin, les Dicat à l'époque, géré avec Karine Fauconnier. Et suite à cette première saison, il y avait un constat, il fallait un peu plus de force physique à bord. C'est vrai que sur certains postes, le D35 est physique. Et il vaut mieux avoir une personne qui fait 100 kilos que 2 de 50. C'est clairement efficace, il n'y a pas photo. Et donc Ernesto me dit appelle ma sœur. Hop, ils me font passer ces tests physiques à la fin de la première saison avec d'autres, Marie Rioux entre autres. Marie a été bien plus efficace que moi, il n'y a pas photo. Et moi, je sortais de 2 années et demie de petits fours et soirées, quand même. À Valencia, c'était aussi ça. J'étais jeune à l'époque. J'étais encore capable de faire la fête toute la nuit et d'aller travailler le lendemain. Et donc, non, test physique pas très concluant, donc pas de Lédicat pour moi. Mais 1 mois et quelques après, je reçois un coup de fil de Pierre-Yves Joran, mon papa suisse, qui me dit ma petite Cora, combien tu pèses? Donc la phrase part de là. Ok, 64. Bon, Cora, si tu fais 55 kilos, je crois que c'était en février, tu fais le mondial de phare 40 avec nous.
à Miami. Alors déjà, là, moi, je me dis, waouh, naviguer avec Alinghi, waouh. Miami, sympa. Mondial de phare 40, sympa. Bon, ok, le jeu envoie la chandelle. J'ai commencé à perdre du poids, pas très facile au début. J'avais pas beaucoup d'énergie. Puis ensuite, un ami et frère maintenant, Domi, m'aide avec un programme et je fais ça bien. Et en février, Miami, jour de la pesée, je passe à 55.0. Baf, tout bien, mission accomplie. Première régate avec eux, avec Brad. En fait, je crois que si je dis pas de bêtises, la moitié pouvait être professionnelle et l'autre moitié amateur. Donc il y avait quand même des cadors à bord que j'avais du coup appris à découvrir durant les 2 années d'avant à Valencia. Donc chouette première expérience. Et puis ça se passe bien. Et c'est vrai que je dois avouer quand même que j'apprécie beaucoup naviguer avec les hommes. Pourquoi? J'ai plus de facilité, la com passe mieux. Je suis peut-être un peu trop franche. Bref, ouais, je pense qu'en com, ça passe mieux. Voilà, ça c'est clairement un constat. Et là, Pierre-Yves me dit, bon, sur le D35, ils ont rapatrié quelques marins de la coupe qui avaient un poids plus élevé que l'équipe qui était en Suisse et qui avait géré la transition pendant que nous, on était à Valencia. Donc, ils se retrouvent avec une moyenne assez élevée par rapport au poids maxi pour régater en D35. Et il restait 56 kilos. Donc, bam, ma petite Cora, combien tu pèses? C'est reparti. J'avais repris 2-3 kilos que j'ai dû reperdre. Ça a été l'histoire de ma vie pendant 3-4 ans, de devoir perdre des kilos avant chaque régate. Puis petit à petit, j'ai pu gagner mes jalons. Je gagnais 0,5 à 1 kilo par année. C'est assez cool. Puis je suis arrivée à 58, je crois, à la fin. C'est pas mal. Et donc là commence l'histoire en D35. Et là, c'était autre chose parce que faut être honnête, sur le phare 40, j'ai pas fait énormément. J'ai pas beaucoup contribué. Je changeais de bord, oui, fine, mais j'ai pas beaucoup contribué à la performance. En revanche, sur le D35, on était 6. Je barrais pas, je tactiquais pas, mais j'avais pas droit à l'erreur. J'étais pas sur un poste qui permettait de gagner. En revanche, j'étais sur un poste qui pouvait faire perdre. Donc, c'est essentiel d'être hyper concentré, pointilleux, consciencieux, etc. Et j'avais pas de vision. C'est à la fin de chaque saison où ils me disaient, OK, tu repars sur la suivante. OK. Et puis au final, ça aura duré 10 ans comme ça. C'est assez chouette. Au début, je faisais des allers-retours. J'habitais à Lyon, donc avec Lyon. Après, j'ai fait des allers-retours depuis Marseille. Et à un moment, Ernesto avait envie de pousser un peu plus le curseur communication sur l'équipe. Certes, on n'était plus dans l'America's Cup parce que là, on était en 2016-2017. Mais il avait quand même envie qu'on partage ce qu'Alinghi continuait de faire. Et puis, vu que je faisais de la com et de l'événementiel pour le YCPR à Marseille, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Viens sur quelques régates. Donc, on a affiné un plan avec Pierre-Yves. Et puis, de plus en plus, je suis allée accompagner l'équipe sur des régates. Mon boss à Marseille a été adorable de me laisser combiner ces 2 jobs pendant un certain temps. Et puis après, vu que ça marchait bien et que ça me prenait de plus en plus de temps, j'ai dû arrêter ma mission à Marseille et je suis venue m'installer en Suisse aux alentours, début 2018, par là, pour m'occuper de la com, des réseaux sociaux, du site internet. Ça, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé parce que, ok, je me débrouille, mais c'est pas non plus, je suis pas une king boss de la com, des relations médias et des réseaux sociaux encore moins. Mais de nouveau, on n'était pas en America's Cup, donc ça gérait avec de la fraîcheur, c'était sympa. Et les gars ont été chouettes aussi de jouer le jeu, de répondre aux questions, on essayait de faire des choses un peu différentes à chaque fois, d'essayer des nouvelles caméras, j'ai même piloté un drone. Voilà, j'ai appris tout plein de choses, à avoir tout plein de casquettes, comme tu le disais. Comment on fait sa place, ma place. C'est ça. Alors on la consolide, comment on la fait déjà, comment on la consolide dans une équipe, alors que d'hommes, faut quand même le rappeler, pour le coup, en D35. Et en plus dans une équipe de très très haut niveau qui doit avoir un degré d'exigence, j'imagine, extrême. Comment on le vit ça? Est-ce que, allez, question un peu classique, mais est-ce qu'en étant la seule femme à bord dans une équipe en plus de très haut niveau, on se sent obligé de faire encore plus? Est-ce que tu as eu ce sentiment-là, toi, à un moment? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'à aucun moment, le sujet a été mis sur la table.
Les mini-différences pourraient être... alors, une différence, évidemment, c'est le physique, mais on a adapté nos manœuvres et notre manière de fonctionner à bord pour que ça marche. Et la preuve, ça a fonctionné parce qu'on a gagné plusieurs championnats et plusieurs épreuves. Donc, il y a clairement des moyens de s'adapter. Et c'est pas que j'entendais les gars dire Cora encore, non, pas du tout. En fait, on a juste trouvé notre manière de fonctionner et ça fonctionnait bien. Évidemment, pour la petite anecdote, en tout cas moi, j'avais souvent un peu plus froid que eux, donc je m'habillais un peu plus. Une fois Tanguy sur un vol, il me dit non, mais faut pas partir avec les bottes, c'est trop lourd. J'ai dit écoute, moi je préfère ne pas avoir froid, être efficace, que de partir en basket et me cailler toute la régate. Et puis c'est un petit peu moins pratique pour aller au petit coin quand la régate du Bol d'Or dure 12 heures. Mais sinon, honnêtement, moi j'ai pas senti ça. Faudrait leur poser la question, mais je crois pas. De nouveau, ça a duré 10 ans et on a trouvé nos marques. Et je pense que ce que les femmes, et c'est là où tout l'intérêt que je vois aussi d'avoir des femmes à bord de ces bateaux, c'est que, et d'ailleurs ça pourrait être d'autres hommes, mais on a un fonctionnement différent. On a une manière de communiquer différente. Et en fait, c'est un plus. On va être exigeant sur certains points, eux sur d'autres, et à nous tous, on est encore meilleurs. Je pense que c'est pas un hasard s'il y a les hommes et les femmes sur Terre. C'est pas un hasard s'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. La nature est plutôt bien faite. On se complète. Après, il y a des individualités, évidemment. Et moi, c'est vrai que le feeling passe bien avec les hommes. Donc, ça a été pour moi très facile. Pas du tout une question. Et on s'est découvert au fur et à mesure. On peut même de nouveau partir en vacances ensemble. Et puis au final, j'ai même découvert mon conjoint dans cette équipe. Voilà, c'est la vie. Je pense comme dans toute entreprise en fait. Le monde du bateau, ça reste un autre monde, mais un monde qui fonctionne avec des êtres humains. Faut rester assez logique à ce niveau-là, je pense. Et des femmes sont capables d'être chefs d'État, tout comme d'être chefs d'entreprise, tout comme de gérer un bateau, pour autant que le poste ne soit pas trop physique ou adapté à son physique. Allez, on est quand même obligé de te la poser la question. Il est comment Ernesto Bertarelli comme patron ? On apprend quoi à côtoyer une personnalité pareille ? Ernesto est quelqu'un de fabuleux. C'est un homme exceptionnel. Et je pèse mes mots en disant ça. Et c'est pas pour lui faire plaisir ou pas pour lui jeter des fleurs. Je pense qu'il l'a prouvé aussi bien par sa carrière professionnelle que sportive. Et ensuite, au quotidien, quand c'était mon barreur, parce que pour le coup, ça a été mon barreur pendant 10 ans. Ça, c'est drôle de me dire, ouais, Ernesto Bertarelli. Il est hyper pointilleux, méthodique. Il est venu passer des heures à l'entraînement. C'est pas du tout quelqu'un qui s'entraînait pas, parce que c'est important pour pouvoir être compétent. Alors peut-être que nous, on s'entraînait encore plus, ça c'est vrai, parce qu'il continuait ses activités business à côté. Puis à un moment, on le sait tous, hein, on a un emploi du temps, une journée dure 24 heures, on fait du mieux qu'on peut, mais il passe des heures à l'entraînement, il analyse, il pose des questions très justes auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Il nous a fait avancer, il nous a aussi remonté les bretelles quand il fallait. Donc, à un moment, c'est aussi le job d'un patron quand il faut savoir redresser la barre. Il nous a aussi offert une super bouteille de rouge quand on gagne le Bol d'Or, je sais pas quelle heure du match. Et bref, c'est quelqu'un qui est très humain, qui prend soin des personnes autour de lui. Et en tout cas, moi, c'est toutes les facettes que j'ai découvertes de lui en naviguant à ses côtés. Et je pense que c'est sûr, en étant équipier, on est peut-être un peu privilégié aussi. Mais moi, j'ai beaucoup appris en termes de rigueur, d'exigence. Pour la vision, il a clairement encore 2 coups d'avance sur la plupart d'entre nous. Donc là-dessus, j'ai encore du chemin à faire en tant que manager. Mais c'est bien, du coup, on ne cesse d'apprendre. C'est ça qui est plutôt chouette. Justement, ce rôle de manageuse. Dis-moi. Je te coupe, pardon. Ce qui est génial aussi, c'est que évidemment, il est très occupé, mais quand on a besoin d'avoir son avis, on va trouver une solution. On va lui envoyer un petit WhatsApp, on va attendre qu'il ait ce moment-là, mais on peut lui demander. Il est accessible pour ça.
et ils nous aident, ils nous donnent des pistes. Et ça, je pense que c'est essentiel de la part d'un manager ou d'un chef d'équipe pour pouvoir nous faire progresser et nous donner des clés. Et justement, toi, la manageuse que tu veux être, le rôle que tu veux avoir dans ces projets Youth et évidemment Women America's Cup, puisqu'on le rappelle, pour la première fois de l'histoire, enfin, il va y avoir une Women America's Cup. On le disait, puis tu nous en as déjà parlé au début, tu vas être responsable de ces projets-là. Toi, d'abord, être à la tête de ces projets, tu veux avoir quel genre de rôle auprès de ces femmes qui sont sélectionnées? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de leur donner les outils pour être performants et surtout qu'ils apprennent, les deux en fait, une double mission, l'année prochaine. Donc, pour moi, en tant que manager, il faut qu'on soit suffisamment malin pour savoir ce qu'ils vont avoir à affronter comme découverte. Cet AC40 va être nouveau pour tout le monde. Donc, on va aller à la pêche aux infos auprès de ceux qui ont déjà navigué dessus. On va aller évidemment voir le short-co chez nous pour voir comment on peut se préparer au mieux. On va utiliser le simulateur. Et tout ce programme-là, il n'est pas encore défini au mot près. Et ça va être clairement le travail de ces prochains mois, après tout le travail qu'on a fourni pour préparer les sélections, pour leur donner les clés et les outils pour être performants. J'ai aussi envie d'être à l'écoute, parce que j'ai vu, en tout cas moi de ce que j'ai vécu, quand on a un manager à l'écoute, au final on arrive à progresser encore plus vite. J'ai pas envie d'être le gros bras et de dire voilà c'est comme ça et pas autrement. Moi j'ai pas besoin d'être manager un cran au-dessus. Non, ça m'est égal. J'ai envie que l'équipe fonctionne. Donc évidemment que je tâcherai d'être disponible le plus possible, peu importe l'heure ou le moyen de me joindre. Ça peut être un WhatsApp. Là cette année on a une belle opportunité. Notre équipe navigante étant vraiment prise à Barcelone pour préparer la coupe, on avait notre TF35 à Alinghi Red Bull Racing qui était dispo, mais on voulait qu'il régate cette saison. Et Ernesto et Pierre vont dit ok, on va le mettre à disposition des jeunes et des femmes en Suisse. Mais tout ça a dû se faire assez vite. Et puis j'ai un peu hérité du bébé pour préparer l'équipe. Alors on a fait un mix de personnes expérimentées du TF, et puis on a fait un tour d'horizon. Alors c'est nous, ayant peu de temps, c'est nous qui avons choisi, qui avons proposé à des jeunes et des femmes de naviguer. Et j'ai pas eu l'occasion encore de passer du temps avec eux sur l'eau ou en Suisse parce que j'étais principalement à Barcelone. Mais en revanche, j'essaye d'être dispo, peu importe, par email, par WhatsApp, pour être là et à leur écoute et essayer de régler, d'apporter une solution aux problèmes ou aux cas qui pourraient se poser. Et c'est vraiment ça comme manager que j'ai envie d'être. Et après, il faut pas se cacher faut pas se voiler la face aussi. Je vais être un manager dans l'opérationnel. On reste une petite équipe dans la grande équipe. Il y aura tout plein de choses à faire et à la fois ça me plaît aussi. J'aime bien être dans l'opérationnel. Quand on est dans nos events pour les sélections, c'est super, je me régale en étant sur le front. Tu trouves qu'elles ont quel genre de caractère, d'envie, de motivation, de charisme, les femmes, les jeunes femmes que tu peux voir dans ces sélections? Tu trouves que cette nouvelle génération là qui arrive, elle a quoi comme caractéristique? Est-ce que tu te reconnais dans elles? Est-ce que tu trouves qu'elles ont un petit truc peut-être en plus d'être cette nouvelle génération 2023? De ce que je vois dans certaines, c'est une détermination. En fait, on le voit sur leur visage. Et comme on le voit sur certains athlètes, et peu importe le sport au final, on les sent focus, concentrés, déterminés, concentrés. Et ça, je pense que c'est l'un des points fondamentaux pour progresser. Là, il y aura vraiment beaucoup de choses à apprendre pour naviguer sur ces nouveaux bateaux. À des vitesses rapides. Et puis, donc, oui, si on va à 35 nœuds d'un côté, c'est bien, mais il y a l'autre bateau qui va aussi aller à 35 nœuds. Donc, les vitesses de rapprochement sont assez impressionnantes. Il faudra être calé sur les réflexes. Et quand on voit, ne serait-ce que quand on est sur un vélo, puis qu'il y a un autre vélo qui vient en face de nous, puis on fait un peu le zigzag, gauche, droite, je vais aller où, de quel côté pour l'éviter. Bon, voilà, en bateau, on n'aura pas droit à ça. Il faudra être beaucoup plus précis.
Et donc, quand je vois ça sur certains visages de ces femmes, mais de ces jeunes aussi, je me dis que, ouais, en tout cas, il y en a certains, ils ont clairement leur place là-dedans et on va prendre beaucoup de plaisir à les accompagner, à, à policher ces pépites qu'on a en Suisse. Non, mais vraiment, c'est ça, en fait. Ok, on a un lac, mais au final, ils naviguent tout le temps sur les plans d'eau à l'étranger. Donc, c'est comme tous les autres marins. Pour le coup, les Suisses n'ont rien à envier. Ils ont peut-être même un peu plus la finesse de pouvoir naviguer par petits temps avec des vents tordus, ce qui rajoute un plus. Et donc, quand j'ai vu ça sur ces visages, je me suis dit, ouais, chouette, on a vraiment du beau monde. Et il nous reste encore 48 personnes à voir. On a prévu d'en sélectionner à peu près une vingtaine pour notre 3e et dernière phase du process de sélection. On s'est pas arrêté sur un chiffre exact parce que peut-être qu'il y en a que 17 qu'on aura envie de voir en phase finale. Peut-être qu'ils seront 23. Donc ça, on verra. Le comité de sélection se laisse la latitude de voir ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on cherche 6 jeunes et 6 femmes pour intégrer nos futures équipes. Peut-être que 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, femmes vont également cocher le critère jeune, entre 18 et 25 ans. Ça, ce serait assez fabuleux de les voir. Et je pense même un avantage pour Egaté. Si certaines femmes font la youth, évidemment, elles seront plus préparées en abordant la Women America's Cup. Les Anglais, déjà, ont annoncé qu'ils feront un équipage youth à 50-50, mix homme-femme. Nous, on s'est dit qu'on verra. Ils ont fait l'effet d'annonce déjà. Nous, on fera la meilleure équipe possible. Quand on t'écoute, on sent que tu vis quand même à 100 à l'heure, mais avec toujours cette fraîcheur et alors ce sourire que moi j'ai la chance de voir. Petite question quand même, depuis l'arrivée de Charlie, tu arrives à gérer comment tout ça, tout ce qu'il y a à faire et puis toute la vie de maman qui va avec. C'est une découverte, ça aussi? C'est sport, hein. C'est sport, mais c'est merveilleux. À refaire, je le referai. En revanche, il faut beaucoup d'énergie, comme tu dis, beaucoup. Je sors moins. Voilà, là j'ai fait l'impasse là-dessus, un petit peu moins de social, parce que de nouveau, pour être en forme, il faut se reposer. En tout cas, moi, j'ai besoin de dormir aussi. Et j'ai cette chance de pouvoir avoir une année jusqu'à décembre 2023 à 50% pour le boulot. Et je pense que j'ai trouvé vraiment mon équilibre là-dedans. À 100% avec Charlie, il m'aurait manqué tout ce que je fais au quotidien, avoir cette effervescence de mon cerveau avec tout plein d'idées et le contact aussi avec d'autres dans l'équipe, ça aurait été dur pour moi. J'ai quand même mis un bon bout de temps à ce qu'un petit bout arrive dans ma vie. J'ai, comme tu dis, vécu à 100% à fond. Je pense que ça aurait été dur de me tenir à l'écart de tout ça et de cette nouvelle campagne. Donc là, l'équilibre est parfait. D'avoir retravaillé à 100% aurait aussi été difficile parce que j'aurais eu l'impression, je pense, de passer à côté des étapes de Charlie qui grandit. Et tous ceux qui sont parents voient les enfants grandir au quotidien. Au final, c'est assez incroyable, ces petits bouts, comme ils évoluent. Ils nous en font des nouvelles tous les jours. Donc, équilibre parfait. Je dors pour avoir l'énergie de faire tout ça. Mais honnêtement, quand je vois le premier qualifier qu'on a délivré et les retours de tous les jeunes et les femmes qui nous disent qu'ils ont appris, qu'ils ont vu qu'on avait pris soin d'eux, j'en suis plus que ravie. Toutes les cases sont cochées, en fait. Et vie comblée. Quand je t'entends, ce qui revient souvent et le mot qui me vient à l'esprit, et c'est un peu pour conclure aussi, c'est j'ai l'impression que la bienveillance, c'est le mot important de ton parcours. C'est vrai, j'essaye. Quand je dis j'essaye, je pense que ça fait partie de moi. Je suis aussi dure parfois, hein, et je travaille aussi là-dessus parce que je m'aime pas dans ces moments-là. Et je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ces objectifs avec un peu moins de dureté. Donc, mais que ce soit dans le boulot ou avec Charlie, hein, ou avec des amis, bon voilà. Je pense c'est peut-être le côté exigeant. Tout à l'heure, tu parlais d'exigence pour Alinghi et je pense que c'est là aussi où on s'est trouvé. Je m'épanouis beaucoup. Je pense que je me serais pas épanouie à l'armée parce que c'est trop dans les rangs. J'ai besoin d'un peu de fun et qu'on me laisse évoluer dans les lignes. En revanche, je suis assez exigeante et je vais travailler dans le détail beaucoup.
Ça, ce sont des traits de caractère. Et parfois, je suis un peu dure. Donc bon, je vais continuer de bosser sur le côté bienveillant parce que ça me plaît. Et je trouve que les personnes autour de nous évoluent bien mieux dans la bienveillance que dans un rapport de dureté. De quoi est-ce que tu es le plus fière, Coraline? La plus fière, pardon. Waouh. Oh là là, elle est difficile cette question. De quoi est-ce que je pourrais être la plus fière? Honnêtement, des amis que j'ai, de la famille que j'ai et qui m'acceptent telle que je suis, du sourire de Charlie que je vais voir aussi, ça veut dire qu'il est bien dans ses baskets, du sourire et de l'engagement de tous ces jeunes et ces femmes que j'ai vus. En fait, c'est au quotidien, je crois. Je crois que c'est sourire au quotidien et d'avoir des belles personnes autour de nous. On a cette chance-là. Et donc, je suis fière de mon parcours, d'avoir pu évoluer et me permettre ça, en fait. De travailler dans un cadre qui est dur, exigeant, on ne compte pas nos heures. Mais en échange, ça nous apporte tellement que, ouais, j'en suis fière. Je suis fière de notre équipe aussi. On a vraiment une belle équipe qui est en train de se former. Un potentiel formidable, des sacrés objectifs pour 2024. Mais de nouveau, la vie ne s'arrête pas là. Voilà, j'ai 40 ans, En fait, je suis fière et heureuse de la vie que je mène et j'espère que ça va durer. Et donc, c'est à moi d'avoir les clés pour que ça dure le plus longtemps possible. Allez, question pour finir, question subsidiaire. Ton équipière, elle les a fait, les gâteaux au chocolat, au Mondial de 4-20? Elle les a fait, ouais. Et elle continue de m'offrir du chocolat 20 ans plus tard. Merci beaucoup, Coraline, d'avoir pris le temps. On espère que tu n'as pas eu trop chaud dans ta voiture. Merci, on va te laisser retrouver ton petit Charlie. Et puis, je sais que les jours à venir vont être importants, vont être denses avec ces sélections pour la Youth et la Women pour l'équipe d'Alinghi. Merci encore d'avoir été l'invitée de Navigante, Coraline. Merci Hélène, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.